sur ce nouveau numéro des Petits Déj Pro sur la thématique de embaucher en pleine période de plein emploi. On accueille ce matin Léa Renaud qui nous fait le plaisir de faire cette thématique. Les Petits Déj Pro, c'est tous les premiers vendredis du mois et c'est organisé par le Rubik's Co et l'ERET. Et je laisserai le soin à Maxime de présenter l'ERET et le format de ce matin. Ok, merci Soufiane. Bonjour à toutes et à tous. Donc, en effet, moi je suis Maxime Lehoux. Je préside l'association ERET, qui est un groupement d'entreprises sur Touraine-Est-Vallée. L'objectif de l'association est basé sur 3 piliers. Fédérer les chefs d'entreprise du territoire, être un interlocuteur privilégié avec les élus de Touraine-Est-Vallée. Et puis agir sur des facteurs de développement de nos entreprises et de nos zones d'activité. Et à titre pro aussi, je dirige ITP, qui est une agence d'emploi et de recrutement. Donc peut-être que je pourrais réagir ce matin avec toi, Léa. Sans doute. En tout cas, merci pour ta présence. Donc en effet, la thématique de ce matin, recruter en période de plein emploi, qui va être présenté par Léa Renaud de Native RH. Donc les Petits Déj Pro, c'est une thématique de gestion d'entreprise qui va durer 45 minutes. Et après, on aura une possibilité d'interagir avec Léa pour la questionner avec un moment de questions-réponses. Un format qui est double, en présentiel ici au Rubik's Co à Montlouis-sur-Loire et également sur la page du Facebook, en Facebook Live. C'est ça. Voilà, qui sera aussi retravaillé pour diffuser sur la page YouTube. Pour un replay. Pour un replay. On va démarrer tout de suite. Oui. Donc on va respecter un timing. Normalement à 10h, on aura bouclé ce format du Petit Déj Pro, du 23e Petit Déj Pro. Parfait. À toi Léa. Donc on va tenir dans les 45 minutes qui me sont accordées. Bonjour à tous. Donc merci déjà d'être tous présents pour qu'on puisse échanger d'une thématique qui nous concerne tous, ou nous a tous concernés, en tout cas à un moment donné dans notre vie professionnelle, le process de recrutement. Donc ce que je vous propose comme format, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est aussi de l'interaction. Donc bien sûr que je suis là pour vous apporter des clés pour aborder plus sereinement en tout cas ce process de recrutement. Par contre, n'hésitez pas surtout à me poser des questions, à interagir avec moi. Donc, je vous propose rapidement de me présenter et puis d'aborder des grands sujets, des grands points clés du process de recrutement, des chiffres généraux. Et ensuite, on abordera vraiment notre thématique. Donc, moi, je suis Léa, je suis à mon compte et donc j'ai un parcours qui vacille entre recrutement, enfin je suis recruteuse en fait, soit en cabinet ou bien en entreprise également. Et j'ai choisi depuis l'année dernière de faire profiter de mes compétences à des entreprises qui sont diverses. Autant je travaille pour des grands groupes comme des TPE ou des PME. Et donc, bien souvent dans mon métier, on fait le constat que le process de recrutement, il n'est pas toujours très bien ficelé de la part des employeurs, en fait, des entreprises, voire même on y va un petit peu au feeling parfois. Et donc, c'est dommage parce qu'un process de recrutement, ça permet en fait beaucoup de choses. On le verra par la suite, on verra l'objectif du process de recrutement en tout cas. Donc, déjà pour commencer, je vais d'abord aborder ce que c'est qu'un process de recrutement. Si ça veut bien fonctionner. Tout à l'heure, ça marchait. Non, je pense que... Ah, voilà. Donc, le process de recrutement, c'est l'ensemble, donc ça c'est la définition pure, c'est l'ensemble des phases du recrutement qui permettent d'aboutir à l'intégration d'un nouveau collaborateur. Pour le coup, j'irai encore plus loin dans cette définition parce que pour moi, ça ne s'arrête pas à l'intégration du nouveau collaborateur. Le process de recrutement, il va bien au-delà aujourd'hui et on le voit dans l'intérêt de fidéliser aussi son personnel et ses collaborateurs. Donc, il va jusqu'au suivi, jusqu'à sa formation et à sa vie complète au sein de l'entreprise. Ça commence bien en amont aussi. Et ça commence bien en amont aussi. On verra ensuite chaque étape. Et c'est surtout, avant tout, des échanges. Ça, on l'oublie régulièrement. On a des candidats qui parfois ont l'impression d'être évalués, mais c'est avant tout un échange pour apprendre à connaître l'autre. Partie employeur et partie candidat.
Donc quelques chiffres rapides en tout cas sur l'évolution du marché de l'emploi, parce que c'est important aujourd'hui de comprendre pourquoi les entreprises sont dans l'obligation aussi d'adapter et de mettre en place un process de recrutement. C'est parce qu'on a une évolution rapide du marché de l'emploi et d'autant plus ces 2 dernières années. Donc on en parlait d'ailleurs tout à l'heure avec Elodie. Il y a une nouvelle génération qui arrive. Aujourd'hui, on est 4 générations sur le marché de l'emploi. On a la génération Z qui représente aujourd'hui dans les entreprises à peu près 20% des effectifs. Donc c'est quand même pas rien et qui va de plus en plus prendre d'ampleur. Donc cette nouvelle génération, en tout cas, elle n'a pas du tout les mêmes attentes en termes de travail, tout simplement. On verra ensuite leurs attentes d'ailleurs, puisqu'on abordera une slide à ce sujet. Et pour information, la génération Z, c'est toutes les personnes nées à partir de 1997, pour information. Voilà, bon, ça vacille entre, certains disent 95, d'autres 2000. Voilà, en gros, entre 95 et 2000. Ensuite, vous avez la crise sanitaire. Ça, j'apprends à personne que ça a complètement modifié le marché de l'emploi pour plusieurs raisons. La crise sanitaire, elle a amené du télétravail, de la souplesse d'horaire. Donc aujourd'hui, c'est aussi des facteurs que les employeurs doivent prendre en compte. De l'activité partielle de longue durée. Activité partielle de longue durée également. Et puis aussi, on en parlait aussi à l'instant, mais des reconversions professionnelles ou des reprises de formation. Les gens ont pris le temps aussi de se poser des questions sur leur avenir professionnel et le sens qu'ils donnent à leur travail. Donc aujourd'hui, c'est essentiel, ça a été essentiel pour certains de se reconvertir. Je suis désolée, j'ai mon antivirus et je ne sais pas comment faire pour l'enlever. Bref. Autre point qui fait que le marché de l'emploi a évolué et continue d'évoluer, c'est le prix des carburants. J'aborde aussi ce sujet parce que c'est une réelle difficulté qu'aujourd'hui on rencontre. Autant moi j'avais des candidats qui il y a encore 3 à 4 ans me disaient ok, je suis prêt à faire 1 heure de route pour aller travailler. Aujourd'hui on est passé d'1 heure de route à 20 minutes, une demi-heure grand maximum parce que le coût la mobilité devient un vrai sujet. Ouais, devient un vrai sujet, exactement. Et c'était pas forcément vrai pour les cadres, puisque les cadres étaient beaucoup plus mobiles. Ça a tendance à changer également, et notamment aussi avec l'équilibre vie pro, vie perso qu'a apporté le Covid. Et ensuite, c'est moins de mobilité ou c'est plus de mobilité auparavant. En tout cas, ils n'avaient pas peur de changer de région, etc. D'avoir moins de mobilité, d'avoir un temps de trajet moins long. Exactement. Ou alors de pouvoir avoir recours au télétravail. Non, pas le télétravail, plutôt parce que c'est souvent des opérationnels quand même qui aiment être sur le terrain, mais plutôt de rester dans un espace pour vie pro, vie perso, éviter de faire par exemple des couchers à la semaine, faire du célibat géographique par exemple. D'accord. Et ensuite, un facteur extrêmement important, c'est le fameux marché de candidats passifs. On était encore sur un marché de candidats actifs il y a 3 ans. Aujourd'hui, on a un marché passif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les candidats, ils attendent qu'on vienne les démarcher. Moi, je constate en tout cas dans mon métier au quotidien que la réponse aux annonces, elle est de plus en plus faible. Et j'en parle avec mes homologues et c'est également le cas pour eux. Parce qu'aujourd'hui, les candidats ont le choix dans les offres d'emploi, donc ils attendent aussi qu'on vienne les chercher tout simplement. Alors, avant d'aborder le prochain sujet, j'aimerais qu'on fasse tous ensemble un exercice, parce que comme je le disais, l'idée c'est aussi d'interagir. Qui ici est recruteur? Ok. Qui ici est candidat? Ok. Alors, on va commencer par les recruteurs. J'aimerais que vous me disiez, selon vous, quelles sont les attentes des candidats aujourd'hui sur le marché de l'emploi. Les conditions de travail, l'environnement de travail. Ok. Conditions de travail. Le sens donné à leur mission. Oui. Le sens. Équilibre vie pro, vie perso, ouais. Le salaire. Qui a dit le salaire? Ok. Les évolutions professionnelles, par exemple. La reconnaissance.
Est-ce que vous avez peut-être d'autres éléments? Les valeurs de l'entreprise. Ouais, donc les valeurs, la culture également. Je me dépatouille avec voilà. Les valeurs, ok. C'est déjà pas mal. Et si vous aviez à les classer, quelles sont selon vous les premières attentes du candidat? Le sens, ok. Après, vous m'avez dit le salaire, les conditions de travail, la reconnaissance, les valeurs. Là, dernièrement, le salaire. Donc, en premier, le sens, après, le salaire, c'est ça? Vous êtes tous d'accord? Ok. Avec le contexte actuel. Ça dépend quelle catégorie de... C'est ça. Ok, bon, je vais mettre là. Le sens, le salaire. Le livre de vie, les conditions de travail, tout ce que Ouais. le rythme, quoi. Le rythme, ok. Je vais mettre Les gens qui bougent, qui ont envie d'avoir du télétravail. vie pro, vie perso, ok. On va mettre ça comme ça. Après, vous m'avez dit l'évolution professionnelle. Bon, conditions de travail, ça va avec dans équilibre vie pro, vie perso, on va dire. Même c'est un petit peu différent. Les valeurs. Dans les conditions de travail, il y a aussi, c'était aussi dans l'environnement de travail. Mhm. C'est important d'avoir un cadre d'entreprise Propice, agréable. agréable. Donc c'est dans, je le mets où celui-ci? Conditions de travail. Plutôt dans équilibre, vous le metteriez où? Dans le cinquième position? Ouais. Bon, de toute façon, je pense que là, il y en a 5. La mobilité, ça va avec les conditions de travail. Ouais. Ok, en tant que candidat maintenant, quelles sont vos attentes? La défense. Ouais. Aussi. La rémunération. Et les valeurs. Partager. Les valeurs. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous attendriez de votre prochain emploi et employeur? Plaisir, ouais. Donc ça va aussi un peu avec le sens, en fait, on peut le mettre ensemble. Quand on éprouve du plaisir, c'est aussi qu'on trouve du sens à tout ça. Qu'on s'y sent bien et qu'on partage les mêmes valeurs. Oui. Voilà. Oh, non. Et vous metteriez quoi en premier? La rémunération, les valeurs ou le sens? Ok. Les valeurs, vous le metteriez où par rapport à la rémunération? En troisième? Tout le monde est d'accord? Ça dépend. Bon, la rémunération, elle est importante quand même. On va mettre... Moi, il y a aussi un truc qui me paraît important en tant que candidat, c'est Oui. de rencontrer les équipes. Et je trouve qu'il y a assez peu d'entreprises qui le proposent. Hmm. On rencontre souvent La direction. La direction, son N+1. Mais finalement, on est assez peu. Moi, j'ai fait qu'une fois, où de toute manière, j'ai eu un entretien avec l'ensemble de mes collègues. Alors, c'était pas un entretien, c'était un échange. Et c'était assez intéressant de pouvoir rencontrer les équipes avant. On abordera aussi justement ce sujet. De me faire une journée d'immersion. Mm. Et ça a été accepté et plutôt bien vu. Et je trouve que c'est intéressant parce que ça permet de valider dans un sens ou dans l'autre. Donc là, on est dans le process de recrutement Ouais, et on est dans l'intégration. Exactement. Ça, j'en parlerai justement dans les outils, en fait, quelque part, comment intégrer, projeter le candidat, exactement. Alors bon, je passe du coup à la suite. Donc, en tant que recruteur, vous m'avez dit... mince, qu'est-ce que j'ai fait? Sur Facebook aussi, si on a des personnes, ça peut réagir. Anne-Sophie est là pour relayer. Voilà. Donc, les recruteurs, selon un sondage, pensent que ce qui est important pour les candidats aujourd'hui, c'est le télétravail, la flexibilité des horaires, les prestations de santé et la rémunération. Prestations de santé. Alors, on en parlera justement parce que les employeurs pensent souvent que
proposer des prestations. Après, c'est un sondage de ce que pensent. C'est un les- sondage. Voilà. Voilà. Mais aujourd'hui, c'est une obligation légale. Mis à part si l'employeur prend en charge la totalité, par exemple, de la mutuelle, là, c'est un avantage. Autrement, c'est légal. Et donc, les C'est candidats. vrai qu'au démarrage, on l'a vu beaucoup dans les annonces mutuelles, participation à la mutuelle, et finalement. Et c'est resté un peu dans l'esprit, en fait, de dire, bah, nous, on a une mutuelle, oui. Et selon les candidats, pour eux, ce qui est important selon ce sondage, c'est la rémunération, parce que n'oublions pas que... Alors, ce n'était pas le cas il y a encore 3 ans, 4 ans. Dans ce type de sondage, la rémunération arrivait plutôt en 3e, 4e position. Aujourd'hui, ça arrive en premier. Pourquoi ? Parce qu'on a le coût de la vie qui augmente aussi et que on a tous besoin d'une rémunération qui est en plus, qui nous semble juste par rapport à l'importance de notre poste et au sens qu'on lui donne justement. Donc, sondage qui date de quand, Léa, tu sais ? 2022. Ok. Donc là, c'est un sondage Monster. Beaucoup de job boards, par exemple, abordent ce type de sondage chaque année. Et là, il est récent, il est du début d'année. Ensuite, oui. Tous les métiers confondus. Tous les métiers confondus. Alors évidemment, c'est des grandes tendances. Après, en fonction évidemment de votre personnalité, de votre qui vous êtes en tant qu'individu, et puis bien évidemment de la relation que vous avez avec le travail, ça va être différent. Mais c'est une grande tendance. Donc quand même la rémunération, et moi je le constate, marché de candidat. Donc rémunération, c'est tout de suite un sujet qui est abordé par le candidat et plus du tout avec. Il n'y a pas de complexe. Autant du côté employeur, il y a un peu de complexe à aborder le sujet de la rémunération, autant le candidat, il l'aborde sans problème. La flexibilité des horaires, ça l'est également. Et alors, justement, on parlait de notre fameuse génération Z tout à l'heure. La parité salariale et l'environnement et tout ce qui est en fait responsabilité sociale et environnementale pour les nouvelles générations, et c'est extrêmement important. Par exemple, on constate qu'aujourd'hui, on a des environnements industriels type le nucléaire, par exemple, je le cite, mais je pourrais en citer plein d'autres, ont des difficultés justement à recruter cette nouvelle génération parce qu'on parlait de sens et donc de responsabilité sociale. Je suis encore, moi, personnellement, j'ai échangé avec un candidat, un jeune ingénieur récemment, et il m'a dit non, moi, travailler dans le domaine que vous me présentez, ça ne m'intéresse pas parce qu'il n'y a pas cette responsabilité sociale et environnementale. Et ensuite, on a évidemment le télétravail, mais qu'on pourrait associer aussi à la flexibilité des horaires, en fait, quelque part. Donc voilà, donc tout ça pour dire que globalement, aujourd'hui, il y a quand même une incompréhension entre employeurs et candidats qui existe réellement. Et donc, il faut essayer de minimiser ce fossé, finalement, entre ces deux parties. Je suis désolée, vraiment, ça n'était pas prévu comme ça. Hier, ça fonctionnait bien. Donc, j'aborde d'autres sujets, après on rentre j'aborde d'autres généralités, mais après on rentre dans le sujet. Juste pour information, le recrutement, c'est pas une science exacte. Donc là, je vous apporte des outils, mais il existe une méthodologie quand même pour un process de recrutement. Mais c'est pas une science exacte. Donc il faut aussi retenir que globalement, un recrutement aujourd'hui est considéré comme raté si le collaborateur ne reste pas plus de 12 mois après son arrivée dans l'entreprise. Ce qui arrive du coup parfois, en tout cas. Fréquemment, je pense que fréquemment. Elle est belle. Oui, exactement. Surtout en ce moment. Ouais. Un recrutement sur 2 échoue après 18 mois. 71% des RH indiquent avoir déjà fait des erreurs, entre guillemets, des recrutements ratés, en tout cas, plutôt. Et il faut aussi comprendre qu'un recrutement, ça a un coût. Alors, on dit qu'un recrutement ça a un coût entre 30 000 et 150 000 euros. Ça dépend évidemment du profil que vous avez à recruter. Quand il est raté, évidemment, ça coûte entre 30 et 150 000 euros. Maintenant, c'est vrai que ces chiffres ne sont pas réjouissants, mais je tiens quand même à les pondérer parce que justement, avec un process de recrutement qui est plutôt bien organisé, bien ficelé, c'est des choses qu'on peut justement éviter en tout cas. On peut éviter ces écarts et minimiser les coûts. Un recrutement qui va être raté, je pense que dedans il y a le risque social, le risque exactement. Il n'y a pas que le coût en termes d'argent. Il y a aussi, par exemple, la perte de productivité, des équipes qui disent encore un qui passe et qui s'en va. Voilà, exactement. Le temps passé. Enfin, il y a des coûts directs et des coûts en fait qu'on appelle plus indirects.
Mais C'est-à-dire que plus le recrutement va être bon, a priori, plus il sera rentable ou... Normalement, exactement. Et surtout, ce qu'il faut retenir, c'est qu'un recrutement, c'est pas que un centre de coût, c'est aussi un investissement. Comme une entreprise pourrait faire un investissement pour une machine, et je suis désolée de comparer ça, mais aujourd'hui, une entreprise, quand elle intègre un collaborateur, elle investit sur des compétences. Donc, il faut aussi retenir que le recrutement, c'est un investissement. Donc, les objectifs du process de recrutement, c'est quoi? Alors, premièrement, pour moi, c'est être pertinent dans sa proposition de projet de recrutement. On va le voir ensuite comment on est pertinent. Se différencier, parce que très peu d'entreprises ont des process de recrutement, sauf des grands groupes. Mais c'est important aussi pour des PME, TPE de pouvoir mettre en place ce type de process. Alors évidemment, plus allégé et qui s'adapte à leur structure. Minimiser les erreurs de casting, apporter une expérience candidat. On en parle de plus en plus. Le fait que le candidat, eh bien, vous valorisez en fait votre image employeur et le fait qu'il ait une bonne image de votre entreprise. Le process de recrutement, en tout cas, il encourage ceci et c'est pour moi les objectifs. Alors vous allez me dire, mais comment on fait du coup? Alors justement, hop, par quoi vous commenceriez si vous aviez recruté quelqu'un? Ça serait quoi la première étape? Déjà faire la fiche de poste D'accord. pour savoir les compétences attendues, Aussi bien professionnelles, mais aussi les compétences humaines, les valeurs humaines. Effectivement, des fois, le projet peut se moduler en fonction de la personne. Donc, c'est vraiment poser avec le manager et les équipes, le candidat et les compétences attendues. Parce que sinon, qu'une compétence, ça se forme en fait. Mais si la personne, elle vaut le coup, justement, on investit sur la personne. Ok, donc la fiche de poste. Est-ce que Avant la fiche de poste, il y a un gros travail sur la définition du besoin. Parce que parfois on part bille en tête sur un poste et en fait en réfléchissant et aussi en mettant en commun l'idée du projet, on s'aperçoit qu'on peut faire de la mobilité interne pour pouvoir le poste et créer un autre poste ou voilà, enfin en tout cas c'est réfléchir parce que des fois on part bille en tête et puis on s'aperçoit que finalement c'était pas sur ce poste-là qu'on aurait dû recruter. Comme ça, savoir où on veut aller demain. Ouais. Exactement. Bon, ça c'est tout à fait vrai. C'est d'abord se poser des questions en fait, ce que moi j'appelle poser le décor en fait. Et la première étape, c'est en effet pourquoi je dois recruter. Pourquoi je dois recruter? Alors, qu'est-ce qu'elle renferme, cette question? C'est par exemple, est-ce que c'est un remplacement? Est-ce que c'est un projet durable? Est-ce que c'est un projet temporaire? Est-ce que c'est est-ce que ça va être justement, oui, comme je disais, sur un temps donné? Une transition dans l'entreprise. Une transition, exactement. Intégration d'un nouveau marché. Voilà. Donc là, on peut... des emplois. Exactement. Et là, on peut justement se poser la question, du coup, de quel type de contrat? Aujourd'hui, on a le CDI, le CDD. Mais je tiens aussi à aborder qu'on a d'autres contrats en France, contrat d'apprentissage, le contrat de professionnalisation, on a le travail temporaire, on a également éventuellement de la prestation de service. Alors, ce n'est pas des contrats, c'est un peu différent, mais en tout cas, en termes de contrat, on a quand même le choix. Et l'idée, c'est de se poser la question, quel est le contrat qui est le plus adapté à mon besoin, en tout cas. Ensuite, deuxième question, c'est quels sont les acteurs? Celle-ci, on l'oublie souvent. On se dit, c'est le RH. En tout cas, quand il y a un RH, on se dit, c'est le RH qui va s'occuper du recrutement. Mais non, c'est une équipe. C'est un travail d'équipe. Tout à l'heure, j'entendais que vous en parliez justement. Mais les RH sont impliqués autant que les managers. C'est aussi au rôle des RH de déléguer et de responsabiliser aussi les managers dans ce rôle de recrutement. Donc pour moi, c'est une équipe. Donc se poser la question de qui va aborder le process de recrutement pour former finalement une équipe projet, si on peut dire. Ensuite, qui vais-je recruter? Et là, on a cette fameuse fiche de poste, ce fameux besoin en recrutement. Et cette fameuse fiche de poste, pour moi, c'est l'étape la plus essentielle puisque c'est le carnet de route, c'est la feuille de route en fait qui va vraiment découler ensuite du profil, qui va vraiment définir le profil qu'on souhaite. Donc en effet, c'est par exemple, déjà quel est le contexte de mon recrutement, ça va être les missions générales qui vont être confiées aux candidats, des missions plus détaillées. Pourquoi pas faire un audit aussi? On oublie souvent de faire un audit des compétences de notre service. Alors même si on a 2 personnes, mais peut-être auditer, se dire aujourd'hui on a telle compétence en interne, peut-être qu'il me faudrait une personne avec ce type de compétences, ça serait bien. Interroger aussi les collaborateurs sur ce qu'ils attendraient de leurs futurs collègues. Justement, ça permet aussi de mesurer un peu quelles sont, encore une fois, les compétences qui peuvent manquer.
Qu'est-ce qu'on peut se poser aussi comme question? La personnalité. Aujourd'hui, j'ai une équipe. Quel type de personnalité peut aussi correspondre avec ses collègues déjà en place? Et puis, concrètement, quels vont être les objectifs, des objectifs fixes, chiffrés, qui peuvent être qualitatifs ou quantitatifs, de qu'est-ce qu'on va attendre concrètement de ce candidat? Oui. Alors, je reviens sur les qualités humaines. Est-ce que c'est pas un peu bateau? Parce que du coup, voilà, moi, dans ma mission, j'accompagne beaucoup d'entreprises. Donc, quand on creuse un peu, tout le monde attend des gens motivés, Oui. un peu, on retrouve souvent les mêmes termes, oui. Motivé, ça veut dire par quoi, comment, je suis d'accord, mais c'est vrai que c'est compliqué aujourd'hui de creuser dans cette direction sur le type de personne. Pour moi, il y a deux choses, Christine. Le problème, c'est que il y a ce que tu vas mettre dans ta fiche de poste pour parler au candidat, et ce que toi, tu veux vraiment donner comme sens au terme pour dire quel est le profil qu'il faut intégrer. Parce que pour moi, c'est vraiment le sujet principal. On a mis en place un climat d'entreprise et intégrer une nouvelle personne, ça peut aller très vite pour que ce climat, finalement, il aille à l'opposé. Donc il va falloir qu'on intègre des candidats qui vont pouvoir évoluer, peut-être amener autre chose, mais en tout cas qui vont aller dans une dynamique positive pour pouvoir s'intégrer au mieux dans l'entreprise. Mais je suis d'accord que concrètement, poser des termes, des mots, c'est parfois difficile. Et c'est du coup souvent du ressenti en fait qu'on a en entretien. Mais il faut quand même essayer d'aborder le sujet. Peut-être de poser quelques mots, mais en évitant des fois un candidat motivé. Motivé, dynamique. Motivé, c'est très subjectif pour le coup. En ce moment, vu la pénurie aujourd'hui de profils, moi j'ai juste, en face de moi, j'ai des gens qui me disent, mais moi je cherche juste des gens qui ont envie de bosser. Oui, d'accord, mais ça veut dire, voilà. Et c'est vrai qu'on est vraiment dans une période c'est assez complexe en ce moment sur définir ce genre de choses. On verra ensuite, il y a des outils aussi qui peuvent aider et que moi j'encourage en tout cas. Après, il y a la notion de certaines qualités qui sont requises sur certains postes. Il y a des postes qui requièrent plus de confidentialité. Voilà, selon les postes, on ne va pas avoir besoin des mêmes qualités et parfois on ne se pose pas cette question. Du coup, voilà, en tout cas, par rapport à ce fameux carnet de route, c'est très important de se poser en effet ce type de questions. Et une autre question vraiment importante à se poser à ce stade, c'est la rémunération. Est-ce que ma rémunération elle est en adéquation avec le marché? Il faut faire un petit sondage pour vérifier qu'on est bien en termes de rémunération, qu'on est dans le marché, parce que tout simplement, moi aujourd'hui, je constate dans les entreprises avec qui je travaille, selon le service, en fait, vous avez des incohérences de salaire. Il y a parfois des services qui sont par rapport au marché bien au-dessus du marché, et d'autres où ils sont plutôt en dessous. Donc il faut essayer en tout cas de rééquilibrer. Je sais que c'est un sujet sensible parce que souvent on me dit bah oui, mais Léa, tu comprends, on a une politique de rémunération interne. Je l'entends complètement. Maintenant, c'est aussi par petits pas qu'il faut essayer de rééquilibrer cette rémunération, cette fameuse politique de rémunération. Et c'est en se posant la question de savoir si est-ce que je suis en adéquation avec le marché sur la rémunération que je propose. Ensuite, il y a aussi mes ressources financières. On en parlait tout à l'heure. Aujourd'hui, on dit qu'un recrutement, ça coûte entre 3 000 et 10 000 euros en fonction du profil à recruter. Mais c'est est-ce que j'ai un budget, est-ce que j'ai une enveloppe pour ce recrutement qui va me permettre, on verra ensuite, mais peut-être de diffuser des annonces et de pouvoir communiquer sur cet emploi. Ce que je propose aussi, je l'ai fait très récemment pour une de mes entreprises justement avec qui je travaille, c'est d'établir des grilles d'évaluation pour éviter en fait justement ces fameux biais et la subjectivité qu'on a forcément. Le recrutement, c'est pas une science exacte, donc il y a forcément une part de subjectivité. Mais mettre en place définir une grille d'évaluation avec des critères concrets, ça permet vraiment d'évaluer un candidat sur des critères sur lesquels on s'est tous mis d'accord, manager et RH. Donc moi je trouve qu'en tout cas cet outil est plutôt intéressant. Ça n'empêche pas en tout cas de découvrir et d'aller à la rencontre du candidat en posant des questions sur ses loisirs, etc. Mais sur la partie compétences, ça permet un peu de cadrer les choses. Voilà, je trouve que cet outil peut être intéressant. Autre question que l'entreprise doit se poser à ce stade, c'est quels sont mes atouts? Pourquoi aujourd'hui un candidat voudrait venir chez moi? Parce qu'on demande toujours au candidat pourquoi vous voulez venir chez nous. Mais l'entreprise doit aussi se poser les questions de savoir pourquoi il viendrait chez moi.
Donc, sa culture d'entreprise, justement, sa politique de rémunération, au niveau des congés, qu'est-ce que je propose? Est-ce que c'est un avantage, justement, pour les salariés? Le climat social aussi, très peu d'entreprises abordent cette thématique du climat social, mais on a des entreprises dans lesquelles on a des services où il y a une excellente, une très bonne ambiance. Donc il ne faut pas hésiter à communiquer là-dessus pour donner envie aussi aux candidats d'intégrer notre structure. On parlait d'évolution professionnelle, c'est aussi s'il y a une évolution possible sur le poste qu'on propose, il faut en parler dans l'annonce d'ores et déjà. Ça peut être aussi un facteur motivant. Ensuite, définir la composition des équipes. Comme je le disais, ok, il y a des RH, il y a des managers. Comment on organise nos entretiens? Est-ce qu'on fait des entretiens individuels? Est-ce qu'on fait des entretiens en binôme? Est-ce qu'on fait des entretiens à plus que 2? À titre professionnel, moi je conseille en tout cas d'éviter de faire des entretiens à plus de 2 personnes. Je conseille toujours plutôt un RH, un manager, pour ne pas déstabiliser en fait le candidat. Ça dépend encore une fois du recrutement que vous faites, mais à mon sens, il est important de mettre à l'aise le candidat pour obtenir le maximum d'informations. Et plus il sera à l'aise, et plus ce sera facile, en tout cas pour vous, recruteurs, d'obtenir les informations et puis de ressentir les choses en tout cas. Ensuite, il faut définir concrètement un calendrier de recrutement. Très peu de personnes aujourd'hui se donnent des deadlines. Quand on commence un recrutement, on se dit on cherche à recruter. Mais on ne se dit pas à quel moment il doit intégrer ma structure. Quand est-ce qu'il doit idéalement l'intégrer? De façon raisonnable, évidemment. Dans les études, on dit qu'un recrutement dure entre 3 et 5 mois. Encore une fois, ça dépend du profil que vous recrutez. Hein. On est d'accord. Un technicien, ça peut être beaucoup plus court. Hein. Un cadre supérieur, ça peut être aussi beaucoup plus long. Donc, c'est une moyenne. Mais en tout cas, j'insiste sur le fait de se définir un calendrier avec éventuellement des dates d'entretien. OK, quand est-ce qu'on peut recevoir ce candidat? Et on se note des dates à chacun, on les cale dans les agendas pour que quand on est un candidat, on puisse être réactif derrière et pouvoir lui proposer des dates d'entretien. Et enfin, vient la fameuse rédaction d'annonce. Et pour moi, ça c'est vraiment la dernière étape de tout ce process. On rédige une annonce de sorte à ce qu'elle soit attractive. On parle au présent, on essaie d'impliquer le collaborateur, on fait preuve d'empathie pour se mettre à sa place et se dire ok, donc comme je disais, qu'est-ce qui va l'attirer chez moi? Et on met en avant évidemment les missions plutôt générales, les missions détaillées, mais aussi le contexte du recrutement, l'équipe, sa composition, pourquoi on cherche à recruter. Voilà, c'est pour moi en tout cas des éléments qui doivent être mentionnés dans une annonce afin qu'elle soit attractive. Voilà, je pense vous avoir donné en tout cas pas mal d'informations sur le décor. Maintenant, c'est à vous de jouer, comme je dis, c'est-à-dire qu'on va avoir les étapes suivantes qui vont être le sourcing et l'annonce. C'est pour moi 2 étapes qui sont différentes. Alors, je vous ai fait ce slide j'ai essayé de faire en sorte que ce soit un peu facile de mémorisation, mais j'ai fait au maximum en tout cas. Mais j'insiste sur le fait qu'on ne cherche pas un profil juste en diffusant une annonce. Aujourd'hui, on a un marché de candidats passif. Donc, il faut aussi faire du sourcing à la rencontre des gens, c'est extrêmement important. Donc, d'abord, vous avez cette première partie qui me semble essentielle. Évidemment, c'est diffuser l'annonce. Vous avez différents supports aujourd'hui qui existent. Vous avez Pôle emploi, vous avez l'APEC. Vous avez les job boards également, des job boards qui peuvent être gratuits. J'en cite Jubble, Indeed par exemple, mais vous avez aussi des job boards qui sont payants. Et là, d'où l'intérêt de savoir quel est mon budget. Parce que ça a un coût, en fait, diffuser une annonce plus largement. Je le conseille, en tout cas. On en cite un local, Job Touraine. Alors, pour moi, c'est un petit peu différent. C'est différent? C'est un petit peu différent. Je l'ai mis dans mes outils. J'en parlerai ensuite. Mais on en reparle, pas de problème. Ensuite, vous avez Indeed, donc diffuser sur votre profil, évidemment, l'annonce. Vous avez aussi, les entreprises oublient parfois, mais c'est important, vous avez aussi tous les centres de formation quand vous cherchez à recruter un profil plus junior, ou même, sans que ce soit un profil plus junior, les centres de formation ou les écoles ont des fichiers d'anciens élèves. Donc, en tout cas, moi, je le faisais en entreprise et c'était plutôt efficace. Et puis, vous avez aussi tous vos réseaux professionnels. Un recrutement, on communique, mis à part si le recrutement est confidentiel. Mais on a des entreprises qui n'osent pas communiquer sur leur recrutement. C'est essentiel de communiquer. Et donc, parlez-en dans vos réseaux professionnels également, parce que le bouche à oreille, ça fonctionne plutôt bien.
Après, vous avez pour moi des différents outils aujourd'hui. Alors, je cite un outil que vous connaissez sans doute, mais il s'appelle Canva. On peut faire aujourd'hui des annonces d'emploi, enfin des supports qui sortent de l'ordinaire par rapport à l'annonce classique. Et je pense que ce qu'attendent de plus en plus aussi les candidats, c'est des photos ou des vidéos. Si vous avez la possibilité de prendre en photo vos équipes, de les montrer au travail ou de éventuellement même de prendre en vidéo la fiche de poste, enfin le poste en tant que tel, ça peut être un vrai plus. Vous avez par exemple Welcome to the Jungle qui propose ce type de prestations aux entreprises, de faire une vidéo et puis de diffuser ensuite sur Welcome. Mais par contre, ça reste quand même plutôt orienté aujourd'hui sur un ciblage candidat plutôt génération Z, justement. À mon avis, ça va tendre à changer parce que c'est un outil qui va prendre de l'ampleur. Mais pour l'instant, ça reste quand même à destination, en tout cas pour cibler des candidats plutôt juniors. Ensuite, vous avez la base de données candidats. Ça, on oublie souvent quand on est en entreprise de garder une trace en fait des CV qu'on reçoit. Donc, pour moi, il est essentiel de garder finalement vos CV. Bon, attention, il y a la RGPD aujourd'hui, donc il faut quand même, ça demande une certaine veille en tout cas et de rester vigilant par rapport à la RGPD, mais essayez de garder en tout cas dans les 6 mois, dans l'année, les CV que vous avez avec qui vous vous êtes entretenu, les candidats avec qui vous vous êtes entretenu, et notez vos échanges. Ensuite, vous avez les pages entreprises, donc Pôle emploi le propose, LinkedIn le propose également. Et vous avez les fameux collectifs d'emploi où on peut justement diffuser son annonce. C'est là où je les ai mis. Job Touraine par exemple. Il en existe aussi d'autres, en tout cas que moi-même j'utilise dans mes process. Et puis, on en parlait tout à l'heure, évaluer la personnalité, c'est de plus en plus demandé. Vous avez des outils qui peuvent aider. Alors attention, c'est des outils d'aide à la décision, hein, c'est pas des sérums de vérité, donc, mais ça permet peut-être des fois d'orienter et surtout de mettre des mots sur des ressentis qu'on peut avoir eu en entretien. Il y a aussi des outils d'évaluation des compétences qui existent. Et là, je voulais parler de plus en plus, on voit ça, alors plutôt dans les grands groupes, c'est des outils de préqualification en visio, je ne sais pas si vous connaissez le principe, mais c'est surtout fait en réalité pour les entreprises qui ont des gros volumes de recrutement et qui ont besoin d'avoir une sélection rapide des candidats. Donc, on leur propose de faire un entretien en vidéo, en fait. Ils sont seuls face à un écran, on leur pose des questions et ils y répondent. Mais pour moi, voilà, c'est plutôt pour des recrutements volumineux ou alors avec des professions qui sont à l'aise avec le milieu du digital. Et ensuite, vous avez votre fameuse sourcing. On retrouve des outils qui sont identiques. Hein. Vous avez l'APEC, vous avez Pôle emploi. Pôle emploi, on n'y pense pas souvent, mais Pôle emploi, pour certaines catégories de postes, c'est intéressant d'aller voir aussi sur leur CV Tech. Il faut y passer du temps. C'est vrai, par contre, le sourcing, ça demande du temps. Après, vous avez tous les job boards sur lesquels vous pouvez sourcer. Vous avez également LinkedIn avec la fameuse, ils ont différentes formules de recrutement. Et avec LinkedIn Recruiter, vous pouvez également sourcer. Vous avez la cooptation de vos employés aussi en tant qu'entreprise. On ne pense pas toujours à nos employés, mais les employés, ils ont un réseau. Et du coup, le fait de dire, on recrute chez nous, est-ce que vous connaissez du monde qui pourrait intégrer ? Là, c'est intéressant. Les grands groupes le font. D'ailleurs, pour certains, ils offrent des primes. Mais on peut le faire à titre gracieux et aussi parce que voilà, on apprécie notre entreprise et on peut aussi parler de notre entreprise et de son recrutement dans notre entourage. Juste de la com interne, en fait. Oui. Il y a beaucoup d'entreprises où les salariés ne savent même pas que la direction recrute. Exactement. C'est ça, il faut communiquer. En interne. Exactement. C'est qu'il n'y a pas de volonté de mobilité interne ou c'est que généralement quand c'est pas diffusé en interne comme ça? Non, c'est que souvent les entreprises n'y pensent pas. Voilà, n'y pensent pas ou par manque de temps aussi parfois. Mais c'est essentiel en tout cas de communiquer même aux employés le fait qu'on recrute parce que ça évite ensuite des incompréhensions internes. Souvent, les entreprises, elles n'y pensent pas parce qu'elles n'ont pas envie de déshabiller un service pour habiller un autre donc, service. Il n'y a pas de volonté de mobilité interne, on y revient. C'est peut-être intentionnel. Mais ça crée finalement d'autres problématiques ensuite. Il ne faut quand même pas le négliger parce que
pour moi, il y a quand même un grand intérêt. Si le collaborateur s'engage à recommander un candidat externe, on tient quelque chose d'intéressant. Oui, en termes de marque employeur, c'est plutôt valorisant, c'est clair. Ensuite, vous avez le bouche à oreille. Et puis, on n'y pense pas toujours, mais le réseau professionnel. Le réseau professionnel, c'est pas que pour le business, c'est aussi parfois pour apprendre à connaître des gens, à évaluer des gens, à se dire, tiens, je pourrais travailler éventuellement avec cette personne, je l'ai rencontré, il travaille sur telle thématique, ça peut m'intéresser. En tout cas, ça fait partie aussi des sources. En tout cas, pour appuyer ce que tu as dit, Léa, c'est clair que ça prend du temps, c'est un métier. On a aussi face à nous des TPE, PME qui ne sont pas forcément staffés avec un service RH. Ce que tu n'as pas dit aussi, c'est vous faire accompagner. Et nous faire accompagner, bien évidemment. Oui, c'est Externaliser, en fait. externaliser. Parfois, ça peut être utile, mais ça n'empêche pas qu'il faut être conscient, en tout cas, si on externalise le process. Moi, c'est ce que je dis, les entreprises qui externalisent leur recrutement près de moi, que je leur donne mes services, mais je le fais pas toute seule. C'est aussi un travail d'équipe. Donc moi, j'ai besoin de disponibilité. J'ai besoin aussi qu'en amont, l'entreprise soit consciente en fait de tout ce que je mets en place pour aboutir à un recrutement. Et pour ça, il faut que l'entreprise elle soit en adéquation avec le fait que oui, il faut diffuser, il faut communiquer, il faut avoir différents outils, peut-être éventuellement faire appel à des outils d'évaluation et il faut sourcer. En tout cas, voilà, c'est important que l'entreprise elle ait aussi cette notion. Et puis, est-ce que je peux rajouter qu'on n'a pas de baguette magique non plus, parce que quelquefois, les profils sont tellement, les attendus sont tellement forts. On parle du mouton à 5 pattes, mais quelquefois, c'est même pas le mouton à 5 pattes, c'est le mouton à 18 pattes, quoi. Et à un moment, il faut se dire aussi que quand les choses n'existent pas, Souvent, alors oui, ça arrive, en effet, je ne dis pas le contraire, mais justement, cette fameuse étape-là de fiche de poste, j'ai peut-être oublié de le mentionner, mais il faut absolument, je suis tout à fait d'accord, Christine, sur le fait que les entreprises doivent se demander est-ce que le profil que je veux aujourd'hui, est-ce qu'il existe? Est-ce que je peux le recruter? Mais ça, c'est difficile, Oui, parce qu'il y en a qui sont dans le rêve et qui ne veulent pas en démordre. Oui, là j'ai eu le cas il n'y a pas longtemps, on met dans un poste en fait 3 postes. Et non, ça fonctionne pas parce que la personne que vous allez recruter, elle sera plus à l'aise avec une thématique qu'avec une autre. Donc il faut se reposer en effet des questions sur l'organisation interne. Est-ce qu'il y a des tâches que je peux redispatcher à quelqu'un et est-ce que je spécialise pas justement mon besoin en fait, la personne en fonction du besoin réel que j'ai besoin, dont j'ai besoin pour mon entreprise. Ok. Léa, petit point timing. Oui. On est à 9h43. Je me dépêche. On peut se fixer encore une dizaine de minutes. Une dizaine de minutes, ça ira. Parfait. La préqualification téléphonique, pour moi, c'est la seconde étape après avoir fait ça. Ce qu'il faut retenir, je vous ai mis 4 choses, c'est la réactivité, marché de candidats. Donc les candidats, ils attendent pas, ils sont sollicités. Donc dès que vous avez un bon profil, peu importe le réseau d'où il vient, le canal, il faut absolument le contacter. Oser aller à sa rencontre, oser le découvrir, oser lui poser des questions. Tout simplement pour apprendre à le connaître. Il faut vous donner un objectif quand vous appelez un candidat en préqualification téléphonique, c'est je l'appelle, normalement c'est qui m'intéresse, normalement je veux en tout cas le rencontrer. Donc vous prévoyez déjà en tout cas des dates éventuelles où vous êtes disponible pour pouvoir le rencontrer. Et si vous ne voulez pas le rencontrer, il faut être aussi clair avec le message que vous lui donnez. C'est si ça ne correspond pas, on lui dit au candidat, on ne laisse pas de doute planer. C'est très important. Dès la préqualification téléphonique, on peut s'apercevoir que le candidat ne correspond pas. Oui, alors moi c'est mon quotidien, je le fais, c'est peut-être plus facile pour une entreprise. Oui, si elle a normalement défini tous ses besoins et qu'elle a organisé ses questions avant de l'appeler, elle doit pouvoir déjà savoir si ça peut correspondre. D'accord. Alors, évidemment, quand on a un doute, il faut aussi rencontrer le candidat. C'est pas juste sur une préqualification qu'on se fait un avis. C'est très important de voir les gens. Mais en tout cas, la préqualification téléphonique, normalement, l'objectif, c'est de savoir est-ce que je veux rencontrer ce candidat ou est-ce qu'il correspond ou non. D'accord. C'est-à-dire qu'en fonction de ta préparation, tu vas avoir forcément des questions qui vont être pertinentes à ce que tu recherches. Et en fonction de la réponse ou du retour que tu as, tu vas voir si, en effet, on peut avancer ou pas. Et puis, encore une fois, je le mets, mes messages clairs et positifs, parce que même par téléphone, vous faites passer des messages. Donc, n'hésitez pas, vous êtes encore là, vous diffusez la marque employeur, l'entreprise. Donc, n'hésitez pas à être, en tout cas, souriant et chaleureux, même au téléphone.
Ce qui peut fonctionner dans la préqualité. Oui, j'étais là aussi sur le visio aussi, on peut le proposer. Oui. Alors, c'est une question qu'aujourd'hui on se pose. Est-ce que je fais un entretien présentiel ou visio? Bon, ça dépend déjà du candidat, où est-ce que vous le recrutez. Est-ce que vous êtes OK pour du full télétravail ou non? Moi, je préconise de plus en plus, et je le vois en plus près des entreprises, c'est facile aujourd'hui de faire une visio parce qu'on a quasiment recruté que en visio depuis 2 ans. Donc, des fois, quand le candidat habite un petit peu loin, qu'il est mobile, privilégier une visio, mais même quand je dis un petit peu loin, c'est même une demi-heure de route, parce qu'avec le coût de l'essence, faut aussi penser aux candidats. Donc des fois, une première visio pour un échange, pour établir en fait la connexion entre les personnes, ça peut être aussi très bien. Ensuite, l'entretien présentiel, moi, il me semble évident et primordial, parce que en visio, déjà, vous avez des gens qui sont pas à l'aise avec la visio, avec l'entretien. Le recruteur lui-même est parfois pas à l'aise. Combien de candidats j'ai qui me regardent pas, qui regardent à côté, etc. En visio, c'est pas toujours agréable. Et du coup, il y a des choses qu'on ne perçoit pas. Donc, pour moi, l'entretien en présentiel, il est quand même essentiel. Oui. Après, pour une TPE, PME qui va avoir peu de postes ou un poste à pourvoir, je pense qu'il est bon de le demander au candidat. Si le candidat n'est pas à l'aise, il faut privilégier l'appel téléphonique. Exactement. Puis l'entretien physique. Et quelques conseils, encore une fois, sur l'entretien, parce que bien souvent, l'entretien, ça se passe pas toujours dans des... alors, en fait, c'est choisir surtout une salle propice à l'échange. Donc, je pense souvent aux industries où il y a du bruit, etc. Donc, choisir plutôt un lieu qui soit calme, avec de la lumière et éviter peut-être les odeurs, parce que dans certaines entreprises, en fonction de l'activité dans laquelle vous travaillez, voilà, faut recevoir en tout cas le candidat dans un contexte propice à l'échange. Je conseille toujours d'éviter tout ce qui est PC, tablette, en face, pour vraiment vous connecter à l'autre et simplement prendre un papier, un crayon et pouvoir échanger. Ce qui est important aussi pour l'entretien et ce que peu de gens font, c'est de se mettre en condition, c'est-à-dire, ok, je reçois quelqu'un, c'est important quand même de reprendre son CV, les notes que j'avais prises en préqualification et éventuellement de noter les questions que je vais avoir. Si vous êtes en binôme, vous faites l'exercice à 2, vous vous calez avant l'entretien 10-15 minutes, mais au moins pour établir cet exercice, ça permet vraiment, en tout cas, ensuite d'avoir un entretien de qualité avec des questions qui sont pertinentes. Ah oui, pareil, ça peut paraître bête, mais en entretien, souvent, on se met en face à face. Bon. Ou alors, on se met sur le recruteur et derrière son bureau. Vraiment éviter ce type d'attitude. Préférez plutôt un échange d'égal à égal, éventuellement même de biais, échanger, de sorte à ce que vraiment le candidat puisse se livrer et être à l'aise dans les informations qu'il va vous communiquer. Il faut être curieux dans un entretien, il faut poser des questions, même au-delà, on peut poser des questions sur le loisir, hein. Moi, c'est des choses que je pose. Oui, Christine? Moi, j'avais une question, parce que ça fait longtemps que j'ai quitté le monde du recrutement, enfin longtemps, ça fait déjà quelques années. Je me souviens quelquefois, les entretiens étaient hyper... il y avait plusieurs entretiens. Moi, on travaillait avec une entreprise où il y avait 6 ou 7 entretiens. Ouais. Est-ce que c'est toujours aujourd'hui d'actualité ou... Alors, compte tenu du besoin de l'activité, c'est quelque chose qu'on... Pour moi, personnellement, en tant que professionnel, je le déconseille. Pour moi, 3 candidats, 3 entretiens en fonction du profil, c'est grand maximum. On est plutôt sur un profil cadre. Pour un profil de technicien ou quelqu'un vraiment opérationnel, 2 entretiens, une préqualification, un entretien, parfois ça suffit, hein, avec une visite du site, c'est important pour que la personne puisse se projeter. Tout à l'heure, on en a tous parlé, au tout début, on a parlé éventuellement qu'en tant que candidat, on aimerait que quelqu'un nous parle de son métier. Ça peut être aussi des idées, plutôt que de faire des entretiens sur entretien sur entretien, plutôt en faire 2, mais que par contre au 3e, vous intégriez d'ailleurs dans tout le process de recrutement un collaborateur de l'équipe, qui sera peut-être son parrain, etc. Mais en tout cas, de pouvoir intégrer quelqu'un de l'équipe qui va pouvoir parler de son métier. Oui, donc je disais découvrir le candidat, très bien. Mais attention par contre à respecter le cadre réglementaire. Et ce qui est vraiment important, c'est donner de la visibilité à votre candidat quand il a fini l'entretien. Souvent, c'est oui, merci, on vous recontactera. Oui, mais alors vous me recontactez sous quel délai? Quelle est la suite du process de recrutement si je continue? Est-ce que j'ai un 2e entretien? Est-ce que je vais avoir un test de personnalité? Est-ce que par qui je vais être reçu? C'est d'où l'importance que le process soit clair en amont.
Combien de personnes face au candidat? Moi, je conseille en binôme maximum, parce que et je le vois, alors 3, des fois, parfois 3, mais un candidat, quand vous arrivez face à 3 personnes, que vous avez déjà la sensation d'être évalué, ça peut être déstabilisant. Et du coup, on se retrouve, il n'était pas à l'aise. Oui, il était sans doute pas à l'aise. Peut-être qu'en binôme, ça aurait été peut-être plus facile d'obtenir des informations. Ouais. Et par rapport à la présentation de l'équipe, on en parle parce que je l'ai fait cette semaine justement. Comment vous voyez les choses dans le cadre? Donc il y a eu déjà un entretien physique. Ensuite, vous voulez présenter l'équipe. Comment ça se passe concrètement? Donc, par rapport à comment amener les choses près de l'équipe, c'est ça? Ouais. Justement, c'est ce qu'on disait, c'est qu'il faut communiquer en amont en disant aux équipes, je recrute. Physiquement, le candidat revient une deuxième fois. Mhm. Comment ça se passe? Alors, pour l'avoir fait, concrètement, je préviens l'équipe avant que je reçoie le candidat et que potentiellement, je vais venir avec le candidat pour le présenter, pour leur présenter, en fait, tout simplement. Et puis, après, ça s'organise. Enfin, peu importe, moi, je suis plus pour aussi la spontanéité. Donc, on peut arriver en disant, voilà, je vous présente monsieur ou madame X que je rencontre dans le cadre de ce recrutement. Et monsieur X, je vous présente l'équipe et l'environnement de travail. Si tu installes l'équipe dans une salle et que tu fais rentrer le candidat... Non. Ça peut être autour d'un café, en pas fait. terrible, quoi. Et ça peut être autour d'un café également. Voilà. Moi, ce que je peux préconiser, c'est une étape, c'est le faire en 2 étapes. Ce serait en effet au volontariat de sélectionner, tu as parlé de parrain ou de marraine, ça pourrait être intéressant, de commencer par juste une rencontre avec un salarié qui pourrait être équivalent ou sur le même service que le candidat que vous intégrez. Et puis par la suite, simplement une visite de vos locaux avec une présentation très générale des autres collaborateurs. Et ce qui est intéressant, c'est aussi qu'ils voient les gens Oui. actifs, en situation. J'ai connu une entreprise qui organisait un déjeuner aussi, alors en plus avec le candidat final pré-intégration, mais voilà, pour faire connaissance, un déjeuner avec l'équipe et le candidat qui est retenu. Ouais, c'est ce que disait Aline, en effet, c'est bien. On fait présenter l'équipe autour d'un café une semaine avant. D'accord. Pour que la personne, si elle peut se rendre disponible, surtout, qu'elle puisse voir, parce qu'on a préparé en amont son poste de travail qui est très important. Ça, c'est en amont d'avoir signé le contrat? Non, une fois qu'on sait que la personne arrive. Ah, le contrat est signé. Ça, c'est encore une autre étape. Du coup, je pense que c'est une autre étape. Il y a aussi vraiment cette phase d'intégration. Oui. Qui arrive bientôt. Ça, c'est la fameuse phase d'intégration qui est extrêmement importante. Mais vous avez aussi la phase juste en amont, quand on est encore dans le process de recrutement et qu'on a quand même envie de montrer au candidat quelle va être l'équipe et quel va être son job, son métier au quotidien. Oui, un moment convivial, c'est très important. Voilà pour l'entretien. Le contrat est signé le jour de l'arrivée de la personne. Aussi. Et en même temps, on l'accueille, en même temps, on lui fait le petit déjeuner. Et là, il ne sait plus trop. Donc, la formulation de la proposition, j'ai mis, oui, ça y est, vous y êtes presque, vous avez votre futur collaborateur, admettons, vous l'avez trouvé. Je dis, vous y êtes presque, parce que pour moi, le processus de recrutement, il n'est pas terminé. Il faut aussi le contacter, ne pas lui envoyer une promesse d'embauche juste écrite sans l'avoir contacté. C'est important de l'appeler, de le remercier pour les échanges, de le féliciter, de savoir pourquoi il a été retenu. Souvent, on dit, voilà, on souhaite vous intégrer. Ok. Et pourquoi j'ai été retenu? C'est bête, mais ça intéresse le candidat de savoir ce qui l'a différencié des autres. Formulez à l'oral votre proposition. Restez à l'écoute, voir comment la personne reçoit cette proposition. Éventuellement, notez. Déjà, évidemment, vous mesurez l'intérêt qu'il a, votre candidat, pour votre proposition. Vous notez s'il a des interrogations. Surtout, vous laissez un délai. En règle générale, on laisse une semaine pour que la personne puisse revenir vers nous et accepter ou non, en tout cas, la proposition. Et ensuite, vous pouvez lui envoyer par écrit pour tracer cette fameuse formulation. Il signe le contrat, en amont de son arrivée, c'est mieux. Et ensuite, il est intégré. Et ça, c'est la phase la plus importante, c'est la fameuse intégration ou l'accueil avec finalement un déjeuner ou autre. Mais pour moi, c'est l'étape la plus sensible, c'est porter une attention au projet qu'on propose au candidat. C'est préparer son arrivée en préparant son bureau, en l'accueillant, en informant les équipes en amont que quelqu'un arrive aujourd'hui, peut-être éventuellement communiquer avec un mail, même une photo du prochain collaborateur, qu'on se dise, ah oui, vous venez d'arriver, enchanté,
Là, moi, sur mon expérience entreprise, j'ai réalisé beaucoup de recrutements l'année dernière et c'est bête, mais par exemple, un trombinoscope. Ça n'existe pas dans les entreprises. Il y a très peu d'entreprises où c'est mis en place. Et ben, c'est un élément qui permet aux nouveaux collaborateurs de mettre un visage sur un nom. Est-ce que les RH ne veulent pas le mettre à jour? Alors, soit il n'est pas mis à jour, soit c'est extrêmement long aussi à mettre en place. Ça, c'est aussi l'autre problématique. Mais en tout cas, c'est des éléments qui sont intéressants et pour moi, des outils, c'est plus facile. C'est plus facile. Les locaux aussi, parce que... La visite des locaux, déjeuner avec le candidat, déjeuner ou prévoir avec l'équipe, bah écoutez, il arrive aujourd'hui, est-ce que vous pouvez prévoir un déjeuner ensemble pour l'accueillir? Voilà. Donc l'intégration du candidat, pour moi, c'est tout ça. Et pour conclure, parce qu'il y a quand même une conclusion à tout ça, c'est qu'il faut penser qu'en effet, chaque étape du process de recrutement, elle est décisive pour l'étape d'après. Il faut être réactif et dynamique. Il ne faut pas non plus se presser, mais il faut être réactif et dynamique dans notre process de recrutement. Et encore une fois, votre process de recrutement, il s'adapte. Je parle d'un process de recrutement pour un poste. Vous pouvez faire des grandes lignes, mais après, il s'adapte en fonction de votre poste et surtout en fonction de qui vous recrutez et en fonction du marché de l'emploi qui évolue et de la façon dont il évolue, de la façon dont le marché évolue. Et puis, ce qui est important aussi dans un process de recrutement, c'est qu'il faut savoir s'entourer. Sachez vous entourer de professionnels et d'un réseau pour pouvoir réussir au mieux votre recrutement. Et encore une fois, le recrutement, c'est un peu comme le mix marketing, les 4 P. C'est être au bon endroit, au bon moment. Et pour ça, il faut avoir un process clair et communiquer. Voilà, maintenant, je vous propose qu'on puisse échanger sur vos retours d'expérience. Tu as parlé de réactivité, c'est vraiment pour moi le mot-clé. La thématique d'aujourd'hui, c'était recruter en période de plein emploi. On est sur un marché qui évolue très vite, avec quand même beaucoup de besoins entreprises exprimés. Il y a un contexte particulier. Donc, si on va louper une étape, on peut perdre le candidat qui est fait pour nous. Aurait pu correspondre à l'entreprise. Exactement. Je pense qu'il y a une étape que vous n'avez pas citée, en tout cas on n'en a pas parlé, qui est vraiment primordiale. C'est tous ceux qu'on a rencontrés ou les CV qu'on a reçus. Faire le retour. Les réponses négatives. Ouais. Et ça, c'est super important parce que c'est l'image qu'on donne aussi. C'est la confiance. C'est un candidat qui n'a pas été retenu. C'est oui, sélectionné à faire ça, mais pourquoi on a sélectionné, mais aussi pourquoi on ne l'a pas sélectionné. Et c'est un candidat qui demande pour repostuler, qui si exactement. La personne qu'on a choisie ne fonctionne pas ou arrête période d'essai, on a notre vivier du coup. Et je pense que les retours sont hyper importants. Encore une fois, c'est la com. Oui, puis ça fait partie de l'image de l'entreprise. Combien d'entreprises ne répondent pas aux demandes de stage, aux demandes d'apprentissage? Et ces étudiants d'aujourd'hui sont peut-être des collaborateurs de demain. De demain, donc, exactement. En effet, il faut pouvoir au moins donner une réponse. Oui, c'est l'expérience candidat dont tu parlais. Oui, voilà. Je l'ai abordé avec le fait de la préqualification téléphonique, de dire pourquoi on ne retient pas. Mais bien évidemment, tous les CV qu'on reçoit en amont, idéalement, alors encore une fois, quand c'est possible, parce que moi, personnellement, en tant que cabinet, par exemple, je reçois des centaines et des centaines de candidatures. C'est compliqué de faire un retour négatif à chacun. Mais en entreprise, quand vous êtes une PME, TPE, vous avez 2 recrutements ou 3 à l'année. Oui, il faut faire cet effort, en effet, de répondre, parce qu'on disait tout à l'heure, les candidats, ils répondent plus aux annonces. J'ai fait une thématique sur l'école du recrutement, que vous connaissez peut-être. Je suis allée à Nantes sur un séminaire où on avait plein de recruteurs et on était là pour échanger sur des thématiques du recrutement. Et on était tous d'accord pour dire que les candidats ne répondent plus aux annonces, en tout cas beaucoup moins. Mais en même temps, c'est ce que je soulignais. Je dis, mais aujourd'hui, le nombre de candidats qui postulent et qui n'ont pas de réponse, est-ce que ça donne vraiment envie encore aujourd'hui de postuler à une annonce? Il n'y a pas de considération humaine. Il faut humaniser tout ce process de recrutement, en fait. C'est hyper important. Est-ce qu'il y a encore des candidatures spontanées? Ça se fait encore ou... J'en ai reçu une ici, en lettres, mais oui, par courrier. Donc j'ai répondu parce que j'ai trouvé que la démarche ça valait le coup en tout cas de répondre parce qu'on le voit plus. Ça peut peut-être se permettre aussi de se différencier en tant que candidat, puisqu'on en est dans une ère du numérique et je me dis finalement
Ça peut être... La candidature spontanée en tant que candidat, elle est essentielle parce qu'il y a le marché visible et il y a tout le marché caché qui représente, alors j'ai plus les chiffres en tête, mais c'est assez conséquent, le nombre d'entreprises qui ont des recrutements mais qui ne communiquent pas sur leur recrutement et pourtant ils ont le besoin. Donc c'est très important pour un candidat de pouvoir postuler d'eux-mêmes, enfin envoyer spontanément. Les salaires qui n'apparaissent plus sur les annonces. Ouais. C'est pour moi, c'est un vrai sujet sur les. C'est un vrai sujet. J'ai eu ce sujet-là avec un contact il n'y a pas longtemps qui ne souhaitait plus que je mette les salaires. Et je vois des difficultés maintenant que j'ai sur ce process de recrutement parce que du coup, à tous les candidats, ils sont super les candidats. Par contre, ils ne sont pas dans l'enveloppe de rémunération parce que j'ai pas mis de salaire et que les gens tentent. Voilà, pas de problème. Mais pour moi, la rémunération, elle doit apparaître sur une annonce. C'est Et la bonne rémunération. Et la bonne rémunération. Des fois, moi j'ai reçu des contrats où c'était 20-30 000 euros en dessous de ce que j'avais demandé. Voilà. En fait, on ne m'a même pas appelé pour me prévenir que la proposition était largement. Ah oui, carrément la proposition d'embauche là. On parle de. Contrat. En fait, c'est pas du tout dans les prétentions. C'est ce que je disais. Il faut appeler, il faut mesurer, il faut faire la proposition. Vous appelé pour demander pourquoi. Oui. Non, mais la proposition, c'est aussi un moment de négociation avec le candidat, on le sait très bien. Donc, c'est pour ça que c'est important d'appeler et de mesurer l'intérêt que le candidat il a pour cette proposition. Est-ce qu'il n'est pas important également dans le processus de recrutement de parler de l'environnement de l'entreprise, c'est-à-dire de la ville, du département, de la région, de bien mettre sûr en avant les atouts de la ville, du département, en mettant en évidence les équipements scolaires, les aides associatives, les espaces naturels sensibles, etc. Les questions de mobilité dans l'environnement immédiat. Si, je suis tout à fait d'accord, et notamment pour les zones où on a plus de difficultés à recruter. Je ne vais pas citer des lieux géographiques, mais en effet, on a des zones géographiques où c'est plus compliqué d'attirer des candidats, et bien sûr qu'il faut mettre en avant. Encore une fois, je vous parle de ce que je connais, mais je l'ai fait pour des entreprises du côté de Châteauroux. Quand on avait des difficultés à recruter, l'entreprise était accompagnée par une... alors, je ne me rappelle plus du nom exact, mais c'était c'était de la communauté, en tout cas des personnes qui étaient là pour accueillir le conjoint ou la conjointe, essayer de lui trouver un travail, essayer de trouver un logement. Et ça, quand on est dans ce type de situation en tant qu'entreprise, c'est essentiel de pouvoir communiquer en effet sur ces aides, sur ces supports qu'on peut avoir. Et puis aujourd'hui, dans ce monde qui bouge, qui évolue, quand l'entreprise exprime un besoin, le but c'est d'attirer de nouveaux talents. Alors il y a deux clés en fait. On attire des talents qui sont sur notre territoire, mais aussi à l'extérieur. Et donc il faut pas oublier ce canal-là.